Merci, bonjour. Donc, pour la carte, j'ai essayé. Hop, attendez. Voilà. Donc, je vais vous parler d'une région dont on ne parle pas souvent dans les médias, et d'ailleurs, vaut mieux pas qu'on en parle parce que sinon, c'est qu'il y aurait de gros problèmes. C'est la région ouest nordique, Groenland, Islande, à laquelle on inclut les îles Féroé, mais là, je vais me concentrer sur le Groenland et l'Islande. Alors, je crois qu'on a un pointeur. Donc voilà, cette zone-là. Et pourquoi elle est stratégique? Alors, vous avez ce qu'on appelle le passage Guyuk, donc en termes militaires maritimes, Groenland, Islande, Royaume-Uni, Greenland, Iceland, United Kingdom. Et donc, pourquoi cette zone est ultra stratégique? Tout simplement parce que si il y avait des problèmes sécuritaires en Europe, comme ça a pu arriver et ça peut arriver, eh bien, les États-Unis, tout simplement, ne pourraient pas intervenir en Europe, pour faire simple. Donc, voilà pourquoi ces territoires sont très surveillés. Aussi parce que, donc, au centre de cet espace, vous avez l'Islande, seul pays de l'OTAN qui n'a pas de force armée, qui dépend donc entièrement de l'OTAN et du parapluie militaire américain aussi, via un accord bilatéral. Et le Groenland, qui est un espace immense, 4 fois la France, et si vous voulez, les côtes groenlandaises, c'est 40 000 km en tout, donc c'est grosso modo la circonférence terrestre, donc c'est grosso modo énorme à suivre. Et voilà. Le Groenland, c'est un territoire autonome au sein du Royaume de Danemark. Et au nord du Groenland, vous avez une base américaine, la base de Thule, qui est les yeux et les oreilles de la défense américaine. Donc ce territoire est ultra stratégique pour les Américains. Et pour faire simple, les Américains ne peuvent pas se permettre d'avoir une puissance qui ait une quelconque influence sur ce territoire. Donc c'est pour ça que quand la Chine s'est affirmée dans la région et avec clairement des velléités d'influence sur le Groenland notamment, on a vu les Américains réagir. Et on se souvient notamment de cet épisode à l'été 2019 quand Donald Trump a voulu acheter le Groenland, ce qui n'était pas nouveau pour un président américain, mais voilà, c'était dans un contexte particulier. Alors pourquoi c'est important pour l'Europe? Donc, comme je vous disais, par rapport à l'aspect sécuritaire. Et puis, tout simplement, c'est l'Arctique européen sur son flanc ouest. Le Groenland était avant au sein de la construction européenne jusqu'en 1985. En fait, il est rentré en ayant voté non, mais à l'époque, c'était un département, l'équivalent d'un département danois, donc l'ensemble Danemark-Groenland ayant voté oui, le Groenland est rentré. Mais comme ça influait beaucoup pour ces questions de pêche, qui est quand même important pour son économie, du coup, ils en sont sortis après une autonomie interne en 79 et en 85, donc sortie du marché commun. Donc il y a eu un précédent au Brexit. Et l'Islande, elle, est dans l'espace économique européen, donc pour faire simple, c'est le marché commun. C'est l'Europe économique, pour faire simple, et c'est un territoire qui a voulu rentrer dans l'UE, qui s'est même pas laissé encore finalement le choix de choisir, mais qui n'est donc pas dans l'UE. Et alors si on regarde cette région, Groenland, Islande, Féroé, on parle d'une zone de moins de 500 000 habitants. Donc il y a plus d'habitants à Toulouse que dans cette zone, pour faire simple. Et puis sur un plan d'intégration, c'est une zone qui noue des liens forts, notamment politiques, mais aussi économiques. Et puis donc il y a un projet, comme on a beaucoup parlé d'énergie hier, il y a un projet de réseau
des potentiels en énergie renouvelable qui va donc du Groenland à l'Islande, aux îles Féroé, en passant par les îles Shetland jusqu'en Norvège. L'idée, ce serait de raccorder ce potentiel après au Royaume-Uni, puis donc au réseau européen. Bon, c'est un projet, ça s'appelle le North Atlantic Energy Network, mais il y a beaucoup de sujets qui font que ça ne restera peut-être qu'un projet, mais au moins ça a le mérite d'être en réflexion. Et alors pourquoi le Groenland s'est mis en quête d'indépendance? Donc je vous parlais de l'autonomie interne en 1979. Après, en 2009, vous avez eu l'autonomie renforcée qui lui donnait beaucoup plus de pouvoir sur notamment la gestion de ses matières premières. Et puis, donc finalement, ça a été une certaine désillusion pour le Groenland, avec cette quête à la fin des années 2000 sur le pétrole et le gaz, qui devait être au fond au cœur de l'indépendance, enfin, du plan pour devenir indépendant économiquement. Et finalement, ça fait un flop, ça a fondu en une dizaine d'années, puisque ils n'ont pas trouvé de potentiel exploitable commercialement, d'une part, et deuxièmement, comme j'expliquais hier, vous avez eu comment dirais-je, une accélération de l'enjeu de l'investissement responsable dans l'Arctique à la faveur du coronavirus, qui a fait que les banques, pour faire simple, ne veulent plus investir dans le pétrole et dans le gaz sur des nouveaux projets. Et les Groenlandais, l'ayant compris, ont décidé l'an dernier d'arrêter complètement de regarder sur ce volet-là pour leur avenir. Donc, évidemment, ça change la donne. Et puis après, il y a eu des réalités qui se sont imposées, donc géopolitiques, avec le réveil américain très clair, qui a rappelé aussi que, au fond, vu de Washington, le Danemark, c'est le Groenland, puisque je vous rappelle qu'après le refus logique des Danois de céder à la volonté de Donald Trump par rapport au Groenland, le président américain, à l'époque, avait annulé une visite d'État au Danemark, ce qui a suscité quelques remous. Et donc le Groenland, si on regarde à 10 ans, il y a un sujet, c'est la stratégie de la capitale Nuuk. Donc Nuuk est faisant partie d'une commune plus grande. Mais pour faire simple, l'ambition politique, c'est qu'en 2030, il y ait 30 000 habitants dans la municipalité capitale. Et ça veut dire que vous allez passer au Groenland d'une minorité dans la capitale à une majorité de la population dans la capitale. Et ça va tout changer parce que dans la capitale, on pense différemment que dans le reste du Groenland. Ça se voit aux élections par rapport au Danemark, par rapport à l'Europe, par rapport au reste du monde. Et donc, comme on parle quand même d'une échelle de 56 000 habitants, vous influez très vite à ce niveau-là. Et donc, notamment, on voit l'Union européenne qui va ouvrir prochainement une représentation là-bas de la Commission à Nuuk. Et très clairement, l'influence au Groenland se fait sur les questions d'éducation. L'Union européenne donne pas moins de 30 millions d'euros par an au système éducatif groenlandais. À titre de comparaison, c'est comme si le maire de Chambéry recevait 30 millions d'euros pour ses écoles. Ça fait beaucoup d'argent. Et donc ça, c'est un sujet qui ferait pas les grandes lignes, les grands éditoriaux des médias, parce qu'il n'y a pas, voilà, on parle pas de choses très peut-être sexy avec des sous-marins et des porte-avions, mais c'est vraiment très très efficace quand vous parlez d'éducation à une échelle aussi réduite. Et donc vous pourrez avoir dans les 10-15 prochaines années des changements en termes de vision du monde au Groenland, par ce simple fait que la majorité de la population va se trouver dans la capitale. Alors après, pourquoi cet ensemble est très stratégique aussi? Si on élargit la carte de l'Arctique à celle du monde, vous avez peut-être entendu parler d'une compétition entre la Chine et les États-Unis. Elle se passe militairement en mer de Chine méridionale. Et la mer de Chine méridionale, c'est l'arrière-cour chinoise.
Et l'arrière-cour des États-Unis, c'est l'Arctique. Et dans cette arrière-cour américaine, l'épicentre de la compétition sino-américaine, c'est justement le Groenland et l'Islande. Alors, ce n'est pas une compétition militaire pour l'instant, c'est une compétition, encore une fois, très douce au niveau de ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire influencer les sociétés au niveau culturel, éducatif et autres. Et on le voit très clairement en Islande et au Groenland. Il y a même eu en Islande des jeux de puissance au niveau de taille de bâtiment d'ambassade, puisque l'ambassade de Chine à Reykjavik est un bâtiment immense. Et peut-être que les Américains, se sentant offensés, ont construit une ambassade encore plus grande. Donc c'est pour vous dire à quoi sur quel terrain parfois ça se joue. Et alors pour passer à l'Islande, très clairement, dans la situation actuelle, l'Islande, si elle n'était pas dans l'OTAN et si elle n'était pas sous le parapluie américain, serait probablement déjà une province russe, puisque c'est quand même une zone ultra stratégique. Et pour faire simple, donc l'Islande ne peut pas se passer de ces options-là, puisqu'elle n'a pas d'armée. Et pourquoi le Groenland, à mon sens, ne sera pas indépendant? Tout simplement parce qu'il y a 3 points capitaux qui ne sont jamais abordés dans le débat. C'est la monnaie, les affaires étrangères et la défense. Et quand vous regardez l'Islande, qui est souvent pris en modèle au Groenland, parce que l'Islande était anciennement sous souveraineté danoise, vous voyez comment c'est un défi de mener ces 3 points. Et voilà, sans rentrer trop dans le détail, avec une population en plus on est à 6 à 7 fois moins d'habitants au Groenland par rapport à l'Islande, ça serait vraiment un très très gros sujet sur en plus un territoire beaucoup plus grand. Et alors, si on anticipe demain, voilà, le Groenland va faire donc face à ce défi du changement climatique qui va impacter le monde de par la fonte de la calotte glaciaire. Je rappelle, si théoriquement donc la calotte glaciaire venait à fondre, ce serait une élévation du niveau de la mer de 7 mètres. Donc vous oubliez pas mal de zones côtières et de grandes villes dans le monde, avec tous les problèmes que ça pose. Mais donc on a vu l'impensable en 2019 avec un président américain qui voulait acheter le Groenland. Pourquoi est-ce qu'en 2050, j'écrivais ça dans une tribune, vous n'auriez pas de nouveau un président américain qui, alors cette fois, serait plus malin, ne dirait pas je vais acheter le Groenland, mais comme certaines parties des États-Unis seraient inhabitables du fait du changement climatique, alors peut-être que, moyennant un chèque généreux, je vais proposer au Groenland de construire quelques villes où je pourrais envoyer une partie des Américains et donc de ce fait, quelque part, contrôler le Groenland, puisque, encore une fois, on parle d'une population non seulement à taille réduite, mais déclinante. On est à 56 000 habitants aujourd'hui. D'ici 2040, il est prévu que ça descende dans les 50 000 habitants. Donc c'est un vrai défi, à la fois pour le Groenland, donc cette fuite des cerveaux. Les Groenlandais éduqués, généralement, ne restent pas au Groenland parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi à leur qualification. Et puis, voilà, il y a d'autres sujets démographiques qui font que la population est déclinante. Mais le Groenland est en train de se transformer aussi sur un point de vue d'infrastructure, avec des constructions d'aéroports. Pour faire simple, donc, le Groenland, d'un point de vue géostratégique, c'est une zone de défense américaine sous souveraineté danoise. Et au fond, si le Groenland devenait indépendant, ce ne serait rien d'autre toujours qu'une zone de défense américaine sous souveraineté groenlandaise. Donc, d'un point de vue, je dirais, du contrôle du territoire, l'équilibre des forces serait identique sur le fait que, ou plus exactement, serait encore pire si c'était dans ce cas-là, puisque l'influence américaine serait renforcée au Groenland. Donc vraiment pour l'Europe, cette ouverture d'un bureau de la Commission européenne va sans doute changer beaucoup de choses, parce qu'il y aura du travail de terrain qui pourra se faire. Et puis, voilà, d'une façon générale, l'Europe du Nord est une terre difficile
dans les relations, qui a des relations difficiles avec l'Europe. C'est la région d'Europe qui a eu l'histoire la plus compliquée vis-à-vis de la construction européenne. Comme je vous disais, le Groenland était rentré et en est sorti. L'Islande n'est jamais rentrée, la Norvège non plus, mais sauf que la Norvège a voté, contrairement à l'Islande. La Suède est rentrée, mais n'a finalement pas tout intégré, notamment l'euro. La Finlande est rentrée, par contre, avec toutes les options, et le Danemark a des exemptions, 4 exemptions, dont une sur la défense, sur laquelle ils vont d'ailleurs revoter le 1er juin. Mais tous sont dans l'espace économique, tous sont dans l'espace Schengen, et donc voilà, c'est une région, quand on s'intéresse à la construction européenne, qui est intéressante à comprendre. Mais vraiment, j'insiste sur ce flanc souvent oublié et ultra stratégique pour l'Europe, et en souhaitant qu'on n'ait pas à découvrir l'importance de cette région, parce qu'à ce moment-là, je crains que ce soit un peu tard. Si on en parle trop dans les médias, on voit que l'actualité peut être rapidement changeante, que des crises peuvent survenir, et que si vous repensez, alors pour reparler du climat, à l'accord de Paris pensé en 2015, il a été au fond pensé dans le monde d'avant, puisqu'on l'a pensé à une époque où on n'envisageait pas que dans les 5 années qui suivraient, vous auriez une présidence Trump, un Brexit et une pandémie. Voilà, donc le 1,5 degré risque peut-être plutôt d'être du 3 degrés ou 4 degrés à la fin. Enfin, quand vous regardez les différents scénarios climatiques et les besoins aussi en termes de métaux par rapport à la transition écologique, vous vous dites qu'il y a du souci à se faire. Et alors le Groenland, par rapport à ça, intéresse beaucoup, notamment sur les terres rares, puisque les terres rares, donc c'est un groupe de métaux stratégiques que vous trouvez dans l'économie numérique, pour faire simple, avec les portables, les écrans plats et autres, et puis dans l'économie bas carbone, les éoliennes, panneaux photovoltaïques et autres, mais aussi avec des applications militaires, ce qui rend la chose plus sensible. D'autant plus sensible que c'est la Chine qui contrôle une très grande partie de la production mondiale. Et le Groenland, son atout, c'est qu'il n'est pas chinois, et sur le plan, en tout cas, de cette production. Alors, il n'y a pas de production de terres rares au Groenland. Il y a eu un nouveau gouvernement l'an dernier qui a décidé qui n'irait pas sur le champ de l'uranium. Ça a été très clair, parce qu'il y a aussi un gros potentiel. En fait, le Groenland, il y a à peu près toutes les matières premières que vous pouvez imaginer en termes énergétiques. Il y a aussi de l'eau, hein. Accessoirement, ça va devenir de plus en plus stratégique. Donc, voilà, c'est un territoire passionnant sur lequel je me suis intéressé depuis près de 25 ans, et qui a tellement évolué entre une période où le Groenland était promu au travers d'un petit ouvrage du ministère danois des Affaires étrangères pour essayer de faire un peu de commerce extérieur, à quelques tweets d'un président américain qui, pendant une semaine, vous font, en mondiovision, connaître un territoire jusque-là inconnu pour un grand nombre. Et voilà, d'un point de vue européen, on commence à s'y intéresser. Donc il y a à cette région plus globalement, il y a cette politique arctique de l'Union européenne, deuxième version qui est sortie récemment. C'est vrai que l'intérêt de la Chine a renforcé l'intérêt du sujet au niveau européen. On a mis le dossier arctique, je dirais, un peu plus haut sur la pile. Mais à mon grand étonnement, on ne parle pas actuellement en France, en tout cas, de l'Arctique, alors qu'il y a un petit sujet avec la Russie qui fait que, notamment en plus avec les discussions en Suède, en Finlande, du moins l'évolution de la population sur, par exemple, une adhésion à l'OTAN, qui changerait pas mal de choses. Les Danois qui vont voter sur leur exemption défense au sein de l'Union européenne. Enfin, c'est une région nordique qui est complètement bouleversée actuellement, ne serait-ce que donc sur le plan stratégique, militaire, qui fait face
à de vrais enjeux avec la Russie. Et puis la coopération arctique, d'une façon générale, est complètement bouleversée par ça. C'était une région qu'on disait, comme un slogan disait en tout cas, Grand Nord, basse tension. Bon, là, ça prend un peu du plomb dans l'aile. Mais souhaitons que ça reste basse tension, parce que sinon, il y aurait de gros problèmes. J'ai bientôt fini, je crois. 5 minutes, ouais. Donc, on a parlé hier de l'hydrogène. L'Islande se développe sur ça. Très clairement, cette partie ouest nordique a pour ambition d'être, au fond, la batterie verte de l'Europe en termes d'approvisionnement énergétique. Il y a un potentiel considérable. Après, il y a ce qui est potentiel et ce qui est faisable. Et l'histoire nous a montré, cette dernière décennie, qu'il fallait se méfier des potentiels, parce que les potentiels peuvent rester potentiels. Je pense au pétrole, au gaz dans l'Arctique, qui a été en haut de l'affiche à la fin des années 2000. Après, ceci dit, sur le renouvelable, il est très clair que c'est cette région qui offre un gros potentiel à l'Europe. Alors après, c'est des questions techniques, juridiques et autres qui sont à voir. Après, il faut laisser place à l'innovation qui va peut-être résoudre certains sujets. Mais en tout cas, sur le Groenland, ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'en 10 ans, il y a eu un basculement j'allais dire, du rêve à la réalité sur ces projets d'indépendance, ces projets de développement, et puis un recentrage sur des sujets à forte valeur ajoutée qui font que néanmoins le Groenland garde un avenir radieux s'il se développe dans la voie qui suit sur certains sujets. Et l'Islande, elle, contrairement au Groenland, connaît une croissance de sa population. On est environ à 370 000 habitants. Bon, ça reste modeste, mais ça croît vite. Après, naturellement, vous avez la question de la pêche, qui alors est le sujet bloquant dans les relations de ces deux pays avec l'Europe. Le changement climatique faisant que les ressources halieutiques montent vers le nord, et que ça, pour le coup, c'est l'or bleu de ces pays-là. Et très clairement, voilà, s'il n'y avait pas la pêche, probablement que l'Islande serait dans l'Union européenne et la Norvège aussi. Même si la Norvège, un politologue norvégien m'avait une fois expliqué que le problème était surtout la dénomination de l'Union européenne, le terme Union, puisque les Nordiques ont connu l'Union de Kalmar, qui était une sorte de fédéralisme scandinave, et ça n'avait pas laissé de bons souvenirs. Donc voilà pourquoi aussi inconsciemment ça peut bloquer du côté norvégien. J'ai à peu près fini, mais donc je laisserai le soin de répondre à vos questions pendant la séquence après du panel. Et je vais vous donc... Voilà, le livre, deuxième édition que j'ai écrit sur l'enjeu géopolitique des terres rares du Groenland, qui a été réécrit après la volonté de Donald Trump d'acheter ce territoire qui n'était pas à vendre. Merci.